Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme au féminin. Nous avions commencé ensemble à découvrir le monde fascinant de Monika Zolkowska qui vit en Égypte depuis maintenant presque 4 ans. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre rencontre et notre découverte. Monika, bienvenue encore une fois à notre programme. Ravie d'être avec vous aujourd'hui afin de continuer notre découverte de plusieurs facettes de votre vie. Merci. En venant s'installer en Égypte il y a 4 ans et votre vie aujourd'hui, si on se rappelle ensemble de cette période, qu'est-ce qui a changé entre l'arrivée et la vie aujourd'hui? Une bonne question. Quand je suis arrivée, je ne connaissais rien, donc j'ai demandé à tout le monde où faire ça, où acheter des bonnes choses et tout ça, où aller pour faire ce que je voulais faire. Et au fur et à mesure, je m'aperçois que maintenant, c'est moi qui est la personne qui est appelée pour donner des conseils. Et je ne sais pas comment ça m'est arrivé parce que je me sens toujours un peu nouvelle en Égypte. Mais maintenant, j'ai plein de copines, même des copines qui sont là depuis plus longtemps que moi, qui m'appellent pour savoir comment faire, où acheter des choses. Donc, je me sens... je suis toujours à l'aise, mais je me sens plus à l'aise et je connais plus de choses. J'ai mes marchands préférés, j'ai mes boutiques préférées, j'ai mes endroits préférés que j'ai tout couvert. Et je me sens vraiment à la maison. On peut deviner que vous vous êtes très bien débrouillé ici en Égypte puisque vous arrivez à conduire. Oui, au début, j'avais un chauffeur. Et pour tout vous dire, je déteste être dépendante. Donc, j'adore conduire. Et ça m'a gêné un peu d'être amenée partout. Ce n'est pas mon style. Mais pour tout vous dire, j'étais dans la voiture, je regardais comment il fait. Et je me disais, Monika, c'est dangereux parce que je n'aurais pas fait comme il fait, donc je crois que c'est pas bien. Mais j'avais essayé et ça m'a beaucoup plu. Et finalement, c'est plus facile que ça m'a paru au début parce que le trafic aéroporté, c'est quelque chose de différent. Les ring roads, c'est très spécial et il y a les règles. Les règles, c'est qu'il n'y a pas de priorité forcément, il n'y a pas de règles vraiment. Il faut juste vraiment regarder absolument partout et y aller, pas avoir peur. Et maintenant, j'adore conduire ici au Caire, dans la ville, et aussi les distances assez longues quand je pars à Marsala, à Moassi, où c'est 8 heures de route. Et maintenant, quand je conduis ailleurs, c'est pas excitant. C'est trop facile, il n'y a rien qui se passe. Donc, je préfère conduire ici, franchement. Ici au Caire, vous avez su découvrir les souks, les marchés et de là-bas, vous avez déjà ramené des chefs-d'œuvre que vous mettez ici à la maison. Oui, donc évidemment, il y a le souk, il y a 2 souks touristiques, comme Khan el Khalili. Il y a plein de choses pour le touriste, mais aussi dans ce souk-là, il y a des marchands qui vendent des choses un peu spéciales, il faut les connaître, il faut vraiment creuser un peu pour voir. J'ai un marchand qui fait de tout ce qui est en os de chameau, par exemple. Et il est un peu derrière les autres boutiques, il faut le trouver. Il y a un autre marchand qui fait que de bulles de verre soufflé, des décorations comme ça, qui est très bien. J'ai aussi un autre marchand, c'est un ami bijoutier, pardon, qui est dans le souk, mais dans un immeuble improbable, donc on a un peu peur à y entrer, mais donc on monte 3 étages et tout un petit bureau de bijoutier de 6 mètres carrés qui fait des choses magnifiques.
Donc il faut vraiment gratter un peu la surface pour trouver de bons marchands de tout. Et après, oui, j'ai découvert, par exemple, il y a un marché de tissus, Boulac, où j'achète des tissus pour me faire des vêtements, des coussins. Aussi, une de mes choses préférées, c'est aller acheter des vieilles portes, des vieilles fenêtres, des morceaux de vieilles maisons qui ont été détruites. Donc les gens récupèrent des belles pièces comme ça et ils le vendent. C'est tout un quartier, on peut acheter des portes magnifiques, super décoratives, qui peuvent être jusqu'au mur. On peut faire une table avec, on peut faire beaucoup de choses avec. C'est vraiment très sympa comme un chef d'œuvre égyptien. Je dois poser une question à propos des vendeurs. Comment ils vous accueillent étant donné que vous êtes étrangère et femme? Donc au début, c'est évidemment les prix astronomiques. Après, je cherche un peu avec eux et j'ai dit, écoute, j'habite à Maadi. Ah bon? C'est toujours une surprise. Ah bon? Depuis quand? Nanana. Après, je ne parle pas très bien l'arabe, mais je sors quelques mots en arabe. Après, on boit un thé, après, on discute un peu plus. La première fois, peut-être j'achète rien, peut-être j'achète une petite. Deuxième fois, troisième fois, c'est une relation comme une autre. Je deviens amie et après, j'amène d'autres clientes et d'autres clients. Donc, les marchands voient bien que je suis locale. Ça veut dire que j'ai des amis locaux. Ça veut dire que je pourrais être utile pour eux pour amener d'autres clients. Et ça marche très bien. Une autre facette de votre vie, c'est la passion envers la photographie, que ce soit la photographie normale ou la photographie sous-marine. Oui, j'ai fait la photographie normale, c'est juste avec mon téléphone la plupart du temps. Mais je me balade toujours avec mon téléphone, je suis trop feignante pour avoir un grand appareil. Et je trouve que partout, il y a un grain de beauté absolument partout, des choses intéressantes. Donc j'ai fait beaucoup de photos, j'ai fait des milliers de photos d'absolument tout, des petits détails, des plantes, des insectes, des paysages, des gens, parce que je trouve tout très beau. Donc je fais ça. Et aussi, oui, le monde sous-marin, c'est quelque chose de très différent. C'est vraiment magique. On voit déjà cette mer magnifique turquoise et après on met la tête dans l'eau et c'est un autre monde hyper coloré, mais il y a des milliers de poissons, des autres animaux, des coraux. Ça me passionne, donc oui, j'ai un petit appareil GoPro avec lequel je filme des paysages sous-marins et des grands animaux. Et après, j'ai un autre petit appareil pour prendre des photos de choses plus petites, plus près, des portraits de poissons, des choses comme ça. Vous avez appris la plongée ici en Égypte? Non, la plongée, j'ai appris la plongée au Canada en mois de janvier, sans blague, parce que j'avais une copine brésilienne avec qui j'avais planifié un voyage en Mexique en mois de février. Et en février, en Mexique, ça va. Au Canada, beaucoup moins. Mais il fallait que j'ai mon permis pour faire la plongée au Mexique. Donc, j'étais certifiée au Canada dans un lac, donc même pas l'eau salée, complètement noir. L'eau, on était obligé de casser la glace pour y aller. C'était quelque chose dans le noir total. Et après ça, mais c'est très bien parce qu'après ça, je peux plonger n'importe où sans problème. La mer Rouge, en hiver, elle fait quoi? Elle fait 22 degrés, 23 degrés? Ça va, vraiment ça va. La visibilité, super. Plein de choses à voir, super facile. De ce que j'ai entendu, c'est que la plongée nocturne est beaucoup plus intéressante que la plongée pendant la journée. Les deux sont très bien, mais vous avez raison, je suis passionnée par la plongée nocturne. Et c'est quelque chose de très spécial. On va dans l'eau et c'est noir, on ne voit rien. On a la lampe, on allume cet espace et on en voit plein de choses, mais c'est magique.
Donc on voit aussi les animaux différents, les animaux nocturnes qui changent des animaux diurnes. On voit des poissons qui chassent, on voit des murènes qui nagent, on voit beaucoup de choses très spéciales. Même le plancton qui est un peu lumineux, si on fait ça dans l'eau et on éteint la lumière, c'est bleu et c'est bleu pétillant, c'est super beau. Et c'est vraiment un truc un peu plus aventurier, je suis d'accord. Et il faut être au moins 2, évidemment, pour la plonger toujours. Et c'est très marrant parce qu'on voit que la lumière de notre copain ou copine qui fait la plongée avec nous. Donc c'est ce truc triangulaire, illuminé. Et c'est tout. Et le reste est noir. C'est super beau. On peut deviner que vous aimez tout ce qui est artistique, alors parlez-moi de la découverte de l'art à l'égyptienne. C'est très intéressant parce qu'il y a plein de galeries différentes. Et parfois, on va à Zamalek, par exemple, il y a plein de galeries là-bas, ou downtown. On se balade, on entre dans les galeries, on découvre des œuvres. Et c'est très spécial parce que souvent, on peut parler avec les artistes. Et ça m'a toujours plu d'acheter de l'art local. Et ici, parce que je suis là depuis 3 ans, j'ai pas mal de choses, effectivement, et de styles différents. Il y a toujours, je crois qu'il y a vraiment une vie artistique assez importante au Caire. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Par exemple, la semaine dernière, on a eu le Cairo Photo Week, donc la semaine de la photo au Caire. Et je suis allée avec mon mari, avec un copain, on a fait une balade et c'était vraiment génial. Ils ont exposé les photos dans des lieux très différents. Dans les quartiers, par exemple, il y avait des immeubles à moitié détruits, donc quasiment des ruines, mais très charmantes, et avec des œuvres d'art, des photos à l'intérieur. C'était vraiment super bien fait. C'était le deuxième Cairo Photo Week, je crois. C'est très, très réussi. Il y a toujours des choses comme ça qui se passent, toujours des artistes qui s'exposent. Il y a toujours des vernissages. Il y a plein de choses à voir, à faire si on aime bien l'art. Devenir une femme aventurière ou indépendante, est-ce que c'est par nature ou il y a des raisons qui ont fait de vous cette femme indépendante d'aujourd'hui? Je crois que c'est un mélange des deux, comme avec beaucoup de choses. Comme je vous avais dit avant, quand j'étais petite, j'avais toujours cette envie de voyager. J'étais toujours très curieuse. Et après, je crois que c'est aussi le fait qu'en Pologne, parce que je suis née en Pologne, c'est pas possible. Donc ça m'a énervée parce que c'est quelque chose qui est interdit. Je veux bien le faire, évidemment. Et donc, c'est ma nature. Et après, quand j'ai commencé à voir des choses, à voyager un petit peu, le monde s'ouvre pour moi avec chaque nouvelle chose que je vois. Et je veux bien... je ne sais pas si je suis aventurière, mais... je veux bien tout voir et tout goûter et tout faire. Ce n'est pas possible, évidemment, mais je vais faire de mon mieux de vivre le plus pleinement que je peux, parce qu'il y a tellement de belles choses à voir, à tester, les gens à rencontrer, de choses à goûter, que pour moi, ce serait dommage de ne pas profiter de tout ce qui est là pour nous. Si j'ai la liberté pour voyager, si j'ai les moyens pour découvrir des choses, pourquoi je ne les ferais pas? C'est ma passion de tout voir. Je crois que la vision claire de la vie, de ce que vous voulez dans cette vie, est venue après plusieurs défis qui ont rendu votre vision plus claire et vous ont rendu également plus forte, plus mûre. Selon vous, quels sont ces défis? J'ai beaucoup déménagé, donc j'ai vécu dans des pays différents. Et à chaque fois, j'étais obligée de tout quitter et de recommencer à nouveau. Donc, ça fait plusieurs fois que j'avais tout donné, tout vendu, je me suis débarrassée d'absolument tout
pour recommencer une autre vie ailleurs. Et c'est un défi, oui, parce que c'est pas facile à faire, c'est assez compliqué à faire tout ça pour les raisons pratiques, mais c'est quelque chose que j'aime bien, donc je n'ai pas peur de ces défis. Mais à chaque fois, j'ai plus d'expérience, c'est plus facile, de plus en plus facile de trouver une autre vie, un autre monde. Et j'ai la chance d'avoir des amis et surtout un mari qui aime bien faire des choses comme ça aussi avec moi. Donc je suis jamais seule vraiment. Vivre en Pologne dans les années 80, ça peut être vraiment la réflexion d'une expérience dure et également tout à fait différente de la vie au Canada quand vous êtes allé là-bas. Je voudrais savoir, est-ce que la période de vie ou d'enfance en Pologne vous a marqué et comment? J'ai de très clairs souvenirs de cette période parce que c'était dans les années 84, 5 et 6, on a quitté la Pologne et c'était la période assez dure parce que c'était toujours la Pologne communiste. Et pour moi, j'étais enfant, donc pour moi, c'était pas tellement difficile parce que je n'étais pas chargée d'une famille. Je n'avais pas peur de choses parce que je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Mais je voyais que, par exemple, à un moment donné, il y avait l'interdiction de sortir de la ville même. Donc, il y avait des chars garés autour de la ville. C'était couvre-feu à 19h, choses comme ça. Et donc oui, c'était un peu perturbant. Et je me suis dit, OK, qu'est-ce qui se passe? Avec le copain, la copine, on est allé à l'école une fois et plus d'école. Tout était fermé, on n'était pas prévenus. Donc ça fait un peu peur et ça fait un peu bizarre. Et on s'est parlé, je me rappelle très bien avec des copines, des copains, on s'est dit, ah oui, je crois qu'on nous écoute partout, le gouvernement nous écoute, qu'est-ce qui va se passer? On ne savait pas. Et après, on avait quitté la Pologne, et effectivement, et je me rappelle de cette période parce que mes parents se parlaient très sérieusement des choses et je ne comprenais pas trop les sujets, mais il y avait cette tension énorme. Et après, on est allé au camp de réfugiés en Italie, et encore une fois, pour moi, c'était génial parce que je découvrais de nouvelles choses, mais mes parents, c'était très stressant pour eux et je voyais ça, donc c'était plutôt cette tension que je me rappelle qui n'était pas agréable parce que si les parents ont peur, les enfants ne sont pas super bien. Donc c'est un peu tendu. Mais après, on a réussi à migrer au Canada. Et encore une fois, c'était une tension différente parce que nouveau pays, mes parents étaient obligés de trouver de travail, des choses comme ça. C'était absolument pas facile. Donc je me rappelle de ça et j'ai toujours gardé ça dans la tête, que parfois la vie est très dure, très difficile, mais il y a toujours des choix qu'on peut faire. On n'est jamais bloqué, même dans une situation très dure, il y a toujours des issues, il y a toujours des choses qu'on peut faire, on n'est jamais en prison. Selon vous, comment une femme peut-elle réussir sa vie? Elle doit être elle-même. Elle doit être elle-même, c'est tout, parce que je crois que il faut être honnête avec soi-même. Je crois que c'est vraiment très important parce que il y a plusieurs modèles, il y a autant de modèles que de femmes dans le monde. Et je crois que oser être soi-même, c'est très important, de ne pas accepter des contraintes
parce que c'est la norme de faire, de faire ce que nous fait plaisir, évidemment être responsable vis-à-vis de sa famille et de tout le monde autour de nous, mais de faire comme on veut, de choisir notre chemin, de choisir notre vie, de choisir ce qui nous fait plaisir et vivre comme ça. Et pour vous détendre, qu'est-ce que vous aimez faire? Je déteste me détendre. Non, mon cauchemar absolu, pour être très franche, sont des vacances, des détentes. Aller dans un hôtel de luxe, se poser sur un transat, bronzer. C'est mon horreur absolue. Je ne peux pas. Je peux le faire à 15 minutes maximum et après je bouge. Donc quand je me détends, j'ai besoin de bouger, de découvrir des choses, d'être très très active. Et je dis souvent, et je suis connue pour ça, que les vacances réussies, c'est parce que je suis sale, épuisée et je me suis fait mal un petit peu quelque part. Donc ça veut dire que j'ai bien réussi mes vacances. Et quand je suis seule à la maison, par exemple, pour me détendre, je vais travailler dans mon jardin. Je retire des mauvaises herbes, des choses comme ça. Je construis des choses. J'ai construit une très belle niche pour mon chien, par exemple, des choses comme ça. Et aussi la photographie. Donc, je me balade et je fais beaucoup de photos. Ça me détend énormément. Vos photos, est-ce que vous les montrez à des amis, vous les exposez quelque part? Des amis, évidemment. Et j'envoie des photos partout parce que, ma vie est un peu internationale, même très. Je connais des gens partout et c'est une manière très facile pour partager ma vie. Donc, j'envoie des photos partout, mais les exposer, non. Ce ne sont pas des photos artistiques, c'est juste des photos quotidiennes de ce que je vois. Si, les photos sous-marines, elles sont superbes. Oui, donc ça, je partage avec les gens, surtout avec les gens qui ne font pas la plongée et ils sont vraiment étonnés et très surpris par la beauté des fonds sous-marins. Puisque vous aimez l'art, est-ce que vous appréciez également la lecture? Évidemment. J'adore la lecture. Je lis de tout et n'importe quoi. Donc, vraiment, j'ai des goûts très variés. Ça peut être quelque chose de très sérieux, des classiques, ou ça peut être juste quelque chose de, je sais pas, un crime, un roman policier, quelque chose comme ça. Tout me va à peu près, sauf les histoires romantiques. C'est pas mon truc. Mais oui, je lis beaucoup. Et j'écoute également des livres en audio parce que ça me permet de faire autre chose en même temps. Je peux faire mon jardinage, je peux repasser, je peux faire d'autres choses manuelles et écouter les livres aussi. À travers la lecture, est-ce que ça vous donne des idées sur des places à visiter, de nouvelles idées pour la vie, par exemple? Bien sûr. Si, par exemple, j'ai lu un roman qui a eu lieu en Australie, qui décrivait très bien une région australienne qui s'appelle l'Outback, donc c'est le désert australien. Et après, ça m'a donné envie de mieux connaître les lieux. Donc, je cherchais sur Internet des images de cet endroit et ça m'a intéressée. Et avec mon mari, on a décidé d'y aller passer quelques semaines il y a quelques ans. Et est-ce que vous avez déjà lu des auteurs égyptiens? Non, mais vous avez raison, je devrais le faire. Est-ce que vous avez quelqu'un à me conseiller? Je vous conseille alors de lire pour Baha Tahir, puisque vous aimez l'Oasis de Siwa et son œuvre qui est intitulée L'Oasis de Crépuscule, également bien sûr le prix Nobel Naguib Mahfouz. Parce que c'est un de mes regrets pour l'instant que je n'ai pas appris à lire ni très bien parler l'arabe. Donc c'est quelque chose, je dis toujours, je vais m'y mettre et je vais bien vraiment, cette année j'ai décidé que je vais apprendre mieux l'arabe.
ce qu'il faut. Alors, comment vous pouvez vous débrouiller dans les rues de l'Égypte, surtout en conduisant, et ne pas parler l'arabe? C'est pas très difficile parce qu'il y a des gestes et je parle pas couramment, mais je connais des mots, je peux m'exprimer, je peux me faire comprendre, il n'y a pas de problème. Et aussi, le peuple égyptien sont très impressionnants parce que la plupart des peuples égyptiens parlent au moins un peu l'anglais. C'est très facile et c'est peut-être pour ça que je ne parle pas mieux arabe parce que c'est très facile à communiquer avec les gens ici en utilisant des autres langues. Monica, à la fin de notre interview, de la part de l'équipe au féminin, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, je suis très honorée d'être ici avec vous. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, c'était notre rencontre avec Monika Zolkowska. Ensemble, nous avons découvert son amour pour la vie, sa vision positive de cette vie, également sa passion pour l'art, la photographie et pour l'Égypte. À la prochaine édition au féminin. Merci et au revoir.